Je l'ai fait une fois, je l'ai donné aux étudiants et j'ai créé un MOOC ou une méthode et j'ai vendu plutôt la méthode après. Bienvenue sur From K to M pour ce 4e épisode de la semaine avec We Are Peers. Aujourd'hui avec Diane, on va discuter de Bootstrap et comment on autofinance son projet. On se retrouve aujourd'hui pour le moment la pause technique. Et du coup, tu vas nous expliquer comment vous avez bootstrappé WAP, ce que veut dire Bootstrap déjà, pour ceux qui ne savent pas, et etc. Alors bootstrap en français ça veut dire auto-démarrage, donc ça veut dire qu'on démarre par soi-même avant, sans dépendre de quelqu'un d'autre ou d'un fonds. Et donc voilà, on a démarré WAP sans financement extérieur, mais vraiment par des signatures de contrats avec nos clients. Alors mon premier client, ça a été mon école. Donc pour ce premier cours, j'ai été payée en tant qu'intervenante. Donc pour moi, en fait, le choix du bootstrapping, c'est vraiment un choix conscient de me dire que pour arriver à créer une entreprise qui est scalable, il faut que je sois capable de gérer énormément de choses, d'avoir plein de compétences. Et la première, c'est d'acquérir une compétence d'entrepreneuriat. Et en fait, le bootstrapping pour ça est excellent parce que tu commences en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur même, et après tu vas avoir tes clients. Tu es vraiment confronté à la réalité de tes clients, et donc ça permet d'apprendre plein de compétences qui sont nécessaires pour ensuite être capable de créer un business scalable ou un business plus sur un produit tech. Donc, je dirais que le fait de bootstrapper, ça m'a vraiment permis de gravir les échelons les uns après les autres. Donc, au début, auto-entrepreneur. Au bout de 6 mois, je crée une structure. Dès que j'ai des clients réguliers qui vont me signer, qui vont nous faire confiance dans le futur, je vais pouvoir faire de la recherche et développement, innover sur le produit. Enfin, c'est plus graduel, et moi, je me sentais plus en confiance par rapport à ça. Et quand on se sentira, peut-être un moment, quand on sera plus mûr, eh bien, on pourra peut-être changer notre stratégie et faire une levée de fonds. Mais à ce moment-là, on sera vraiment les maîtres de de ce processus. Comment tu fais pour rendre autonomes les personnes sur des nouvelles tâches? Dès que tu as appris quelque chose, tu le délègues tout de suite à quelqu'un et tu te répètes jamais, en fait. C'est vraiment parce que sinon tu ne peux pas créer un produit, en fait. Sinon tu peux être tout le temps entrepreneur, tu n'évolues pas. Okay. Donc nous on était toujours sur des échéances très très courtes. Donc pour donner un exemple, j'ai créé mon cours, je l'ai pas refait une deuxième fois. Okay. Un professeur, il crée un cours, il le refait pendant 1 an ou 2 ans. Je l'ai fait une fois, je l'ai donné aux étudiants et j'ai créé un MOOC ou une méthode et j'ai vendu plutôt la méthode après. Okay. Donc je fais évoluer moi avec les clients en même temps. Okay. Donc une fois que au début je me suis vendue moi-même en tant qu'intervenante, mais au deuxième cours, c'est-à-dire 1 mois après, j'ai arrêté de vendre mon cours, mais j'ai vendu une formation des étudiants à être professeur de ce cours. C'est comme ça que s'itère très rapidement. Deuxième étape, j'ai vendu du coup un outil. Enfin, troisième étape, pardon. J'ai vendu un outil qui permet d'animer ces sessions. Donc, c'est comme ça que tu itères très rapidement et tu le fais en éduquant tes clients. En leur disant, maintenant, ça n'a plus d'intérêt pour moi d'être intervenant, je n'apporte plus de valeur parce que vous pouvez le faire vous-même. Si vous voulez être autonome et vous voulez être autonome et faire bénéficier cette méthode à 100, 200, 300, 400 personnes, c'est mieux pour vous d'acheter une licence. Donc eux, ils sont vraiment partants parce que c'est plus utile pour eux. Donc c'est comme ça qu'on itère étape par étape. Tous les 3 mois, on change en fait notre offre et on offre quelque chose en plus et on vend quelque chose qui est mieux pour eux, qui est plus perfectionnable. Mais du coup, ce qui est hyper difficile, c'est qu'on est très tight, on est toujours, on doit tout le temps se réinventer et surtout on n'a pas de répit. Et j'ai l'impression qu'il faut toujours arriver à jongler entre court terme et long terme, parce qu'on peut très bien être un peu se mettre dans un confort de refaire et de répéter notre cours, par exemple, à l'éternité, mais si on fait ça, on va jamais évoluer. Okay. Donc je trouve que dans le bootstrapping, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre le court terme, tout en vraiment restant sur son objectif de long terme. Et ça, c'est dur au quotidien. Mais est-ce que quand tu démarrais ton activité, donc
tu as eu la volonté de déléguer très vite, donc en fait, autonome, de rendre autonome la personne qui va s'occuper de la Oui, tâche et de construire des tâches où les gens vont pouvoir devenir autonomes très rapidement. tout de suite. Parce que le vrai sujet du bootstrapping, ça va être comment je gère suffisamment d'entrée d'expérience, de feedback, d'argent sur du court terme pour servir une stratégie long terme. Et comment comment concrètement tu arrives sur ta stratégie court terme à penser le design, je dois automatiser, pouvoir rendre autonome une personne sur cette tâche et cet équilibre un peu entre j'ai aussi besoin d'avoir de l'expérience sur la tâche pour la comprendre et pouvoir la déléguer. Ouais, bah, typiquement, il nous faut toujours, j'ai remarqué, 2 à 3 mois pour arriver à avoir l'expérience nécessaire pour la processer et la déléguer. Pas plus. Et pendant 2 ou 3 mois, on va être obsédé, on va faire que ça. Et on va engranger un maximum d'expérience. Donc, notamment, on a pour arriver en fait à créer l'application et à créer un outil. Pour arriver à créer l'application, on est passé par une étape intermédiaire, un jeu de cartes qui nous permettait de processer les étapes d'une session et de la méthodologie. Et donc là, on s'est mis à fond dessus. On était vraiment sur le terrain, quoi. Sur le terrain pendant 2 ou 3 mois et on a tout fait sous forme de cartes. Et puis après, on a vu on l'a fait jusqu'au moment où ça marchait. Où ça marchait bien, où les gens ont commencé à jouer avec et on était autonome. À partir du moment où il y avait un ou deux groupes qui commençaient à l'utiliser, à jouer, on a tué le produit. Okay. Et on a sorti une app. Et on a commencé à développer l'app. Donc à partir dès qu'on a en fait 3 ou 4 personnes qui commencent à adorer le produit, on a arrêté pour se concentrer sur un truc qui allait être beaucoup plus puissant, qui est une application où on allait avoir beaucoup plus de flexibilité sur les questions, où on allait pouvoir documenter tout le contenu qui est échangé, où on allait pouvoir vraiment scaler beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que je disais que c'est assez fatigant parce que parfois les cartes elles marchaient. Même on avait des personnes qui nous contactaient en nous disant je voudrais le jeu, il est collector. On leur a dit que c'était terminé, il n'existait plus. Ok. Du coup, votre vrai sujet, ça va être vous avez un micro-focus en termes de temps, mais 100% de l'énergie qui est concentrée sur la prochaine fonctionnalité que vous voulez développer. Vous vous mettez à fond de manière la plus artisanale possible pour pouvoir recueillir toutes les informations. Et après, une fois que vous avez ça, est-ce qu'il y a une construction consciente de la façon dont on rend autonome les gens ou ça se fait naturellement? Je pense que ça se fait un petit peu naturellement, c'est-à-dire que une fois qu'on a donc si on part des cartes et on est passé des cartes à une application, une fois qu'on a créé cette application, au début on est très artisanal, du coup on reste vraiment dans une utilisation dans le périmètre de WAP, que des facilitateurs WAP pendant 2 ou 3 mois. Et une fois que les facilitateurs WAP et les facilitateurs de notre entreprise et notre équipe l'ont utilisée et disent elle s'utilise, eh bien on peut la mettre dans les mains donc des clients. D'accord. Et en revanche, là il n'y a pas eu encore de réflexion consciente sur l'utilisabilité. Et c'est pour ça que après on repart sur un refactoring complet. Donc en ce moment, par exemple, on repart de zéro et on refait en fait une grosse refonte UX où on va penser à toute l'usabilité pour qu'elle soit beaucoup plus simple. Mais ce projet, je pense que ça se fait un petit peu naturellement, c'est-à-dire que une fois qu'on a donc si on part des cartes et on est passé des cartes à une application, une fois qu'on a créé cette application, au début on est très artisanal, du coup on reste vraiment dans une utilisation dans le périmètre de WAP, que des facilitateurs WAP pendant 2 ou 3 mois. Et une fois que les facilitateurs WAP et les facilitateurs de notre entreprise et notre équipe l'ont utilisée et disent elle s'utilise, eh bien on peut la mettre dans les mains donc des clients. D'accord. Et en revanche, là il n'y a pas eu encore de réflexion consciente sur l'utilisabilité.
Et c'est pour ça que après, on repart sur un refactoring complet. Donc en ce moment, par exemple, on repart de zéro et on refait en fait une grosse refonte UX où on va penser à toute l'usabilité pour qu'elle soit beaucoup plus simple. Mais ce projet long terme de refonte UX est en parallèle de toute notre utilisation court terme. Donc on a 2 projets en parallèle. On a le projet court terme qui continue et on a un projet long terme qui va permettre qui va sortir que en décembre, mais qui est un investissement long terme. Et du coup, comment vous travaillez votre superposition de tâches? Parce que du coup, là, on a un cycle en 6 mois avant que ça soit développable et que ça puisse être mis entre les mains du client. Et en même temps, tout à l'heure, tu nous disais que vous changiez à peu près tous les 3 mois votre offre. Donc ça veut dire que vous avez une superposition de plusieurs focus au final. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a des clients avec qui on a la chance d'avoir une confiance de long terme. Et on a un produit phare qui va être renouvelé toute l'année et qui va continuer. Et on va toujours avoir un autre produit, lui, qui va être expérimental. Et ça va être un accord avec le client en disant celui-ci, il est expérimental, par exemple. Avec l'EMI, on a la chance de pouvoir avoir ça, où il y en a un parcours qui va être déployé pour 500 étudiants, qui va continuer sur l'année. Ça va être le peer-to-peer toute l'année. Et il y en a un autre qui va être vraiment expérimental. Et on va vraiment dédier des personnes différentes pour chaque projet. Okay. Et en général, moi, je vais toujours être sur la partie expérimentale. Et dès que j'ai fait la partie expérimentale et que j'ai fait ces différentes étapes, je la délègue à quelqu'un qui est expert dans le métier et qui va pouvoir déployer une partie qui est plus stable et qui fonctionne. Okay. Et comment vous mesurez votre efficacité? Comment vous voyez si jamais votre phase expérimentale, est-ce que l'expérience va dans un bon sens? Est-ce qu'on évolue toujours ou est-ce qu'on retombe un peu sur les mêmes conclusions? Est-ce que vous avez un travail autour de ça? Oui, c'est la question de la mesure de nos expérimentations, elle est hyper importante. Et pour ça, on a essayé aussi de trouver des modèles. Il y a un modèle qui s'appelle Design for Experimentation, qui permet en fait de réduire déjà les variables. Et du coup, on essaie de passer par cette méthodologie, on réduit les variables, on pose les variables, et on étudie par exemple 3 ou 4 cas. Et en termes de mesure, jusqu'à présent, on n'avait pas d'outil de mesure, on était vraiment sur, on avait Excel qui nous suffisait à faire le résultat des mesures. Demain, maintenant qu'on a notre application, on peut récolter toute cette data et on va pouvoir l'utiliser différemment, mais on est vraiment au début de ça. Okay. Voilà. Après, pour ce qui est au début, on est parti sur une application qui faisait des sessions en peer-to-peer à n'importe quel moment. Donc, ça, on a essayé pendant 1 ou 2 mois. Et pour le coup, ça ne marchait pas. On l'a bien vu puisque les utilisateurs ne l'utilisaient pas. Ils n'avaient pas le temps de faire une session par ici, une session par là, de prendre des rendez-vous, ça prenait trop de temps. Et on a juste abandonné ça et on a préféré faire une session qui permet d'animer une journée entière de peer-to-peer où tout le monde va se rassembler à un moment donné et va être 100% présent, mais ça marchait beaucoup mieux. Donc voilà, on est plutôt parti comme ça. Et comment vous arrivez à avoir... Donc du coup, là, sur votre exemple, votre mesure d'impact, c'était juste l'utilisation de l'application. Ok. Et vous avez d'autres mesures d'impact? Par exemple, une façon de récupérer des retours clients, une façon de récupérer la satisfaction? En fait, à la fin de chaque session, on a un questionnaire qui dit qu'est-ce que vous avez le plus aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, et est-ce que vous recommandez WAP. Et donc, on récolte tout ça, et ça nous permet de voir quelles sessions ont réussi, quelles sessions n'ont pas réussi, et pourquoi, et de décortiquer. Et c'est comme ça qu'en fait, on a itéré. Donc, on a quand même cette donnée-là qui est très précieuse. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il fallait vraiment limiter l'usage de WAP à une finalité, à sa finalité première, qui est apprendre, se former. Et utiliser WAP pour du brainstorming, pour de la génération d'idées, c'est pas adapté, tout simplement.
on a des moins bons résultats. Donc, on va se concentrer sur WAP pour se former mutuellement. C'est son utilité première. Et ça fait partie en fait de nos résultats des sessions qu'on a pu analyser. Ok. Donc ça vous permet aussi dans votre bootstrapping de donner la vision, l'objectif long terme du bootstrapping. Et après, vous allez un peu tester tous les champs au milieu de cette grande ligne directrice et vous allez trouver votre chemin vers cet objectif. Oui, complètement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on a des sessions ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est que quand on a des sessions qui sont très réussies, on va analyser pourquoi et on va essayer de reproduire ça. Et on a réalisé que toutes les sessions les plus réussies, c'était les sessions qui étaient avec un objectif simple, qui est se former mutuellement et qui était la méthodologie que j'ai décrite tout à l'heure. Et du coup, on a sélectionné tous les cas d'usage. On s'est concentré sur ce cas d'usage uniquement. Et on a dit non au reste. Et donc, on va essayer de démultiplier les sessions qui réussissent le plus et on va abandonner le reste. Et ça a vraiment très, très, très bien marché. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dès demain pour les dernières minutes avec Diane. On va pouvoir parler automatisation de tâches, pédagogie et mesure d'impact. En attendant, tu peux liker et partager cette vidéo. Si tu veux vraiment nous aider, il faut commenter cette vidéo et nos posts sur les réseaux sociaux. Un simple emoji suffit. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.